Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce troisième cours, donc consacré cette année à ce sujet un peu particulier, mais qui me paraît extrêmement intéressant d'explorer, la perception des graphiques. Et aujourd'hui, on va parler d'un aspect absolument essentiel de la perception des graphiques, sans lesquels ça ne pourrait pas fonctionner, qui est notre capacité de comprendre les liens entre les nombres et l'espace. On attribue cette idée à Descartes. On avait vu qu'il y avait des racines plus anciennes, on y reviendra dans une seconde, mais Descartes a eu cette idée apparemment, allongé sur son lit, en regardant une mouche qui se promenait sur le plafond. Il y a peut-être un peu de mythologie là-dedans, mais enfin, la mouche se promenait sur un plafond carrelé, et Descartes a eu l'idée qu'on pourrait donner les coordonnées de cette mouche. On est familier maintenant avec cette idée de coordonnées, mais c'est l'invention. On pourrait identifier la position de cette mouche par deux coordonnées, en X et en Y, sur deux axes, et on pourrait donc la rapporter sur une feuille de papier, par exemple, sous forme d'un graphique. Alors aujourd'hui, cette idée, évidemment, est partout dans nos graphiques, et ce n'est pas seulement les coordonnées spatiales qui sont envoyées sur les axes, mais n'importe quelle quantité peut être ainsi portée, comme l'espérance de vie ici, en fonction du revenu. On a vu que c'était vraiment fondamental dans la notion même de graphique. Donc, je reviens à cette diapositive du cours précédent. Qu'est-ce que c'est qu'un graphique? Un graphique, c'est un moyen de communiquer par une voie visuelle un ensemble de paires, de triplets, de quadruplets de données en utilisant les dimensions visuelles, la position, mais pas seulement, il peut y avoir d'autres dimensions visuelles, pour véhiculer des grandeurs et avoir une échelle pour ces grandeurs. Donc avoir une correspondance systématique entre les valeurs que l'on cherche à communiquer et les dimensions de l'image, et typiquement la position de l'image, et on parlera de la position aujourd'hui. Alors, simplement préciser qu'en psychologie et dans le domaine des graphiques, on distingue 4 sortes d'échelles, et c'est peut-être important de le rappeler ici. Il peut très bien avoir des échelles strictement catégoriques, dans lesquelles il n'y a pas en fait, de dimension de quantité. Par exemple, on peut faire un graphique dans lequel il y a en ordre la France, l'Allemagne, les différents pays européens, et il n'y a pas d'ordre particulier à respecter, il y a simplement une notion de catégorie. Ensuite, il y a les graphiques ordinaux. Si vous donniez par exemple les résultats des Jeux Olympiques, vous diriez le premier, le deuxième, le troisième, et c'est juste l'ordre des données qui compte. Il n'y a pas de notion de calcul, de soustraction, il n'y a pas de quantité autre que celle ordinale des données. Ensuite, troisième niveau, il y a les échelles additives. Et sur les échelles additives, ça signifie qu'on peut faire des soustractions ou des additions, on peut comparer les données d'un point de vue quantitatif, mais il n'y a pas de zéro. C'est le cas, par exemple, des températures. J'espère que vous êtes tous conscients de ce fait. S'il fait 10 degrés aujourd'hui et qu'hier il faisait 5 degrés, c'est pas vrai qu'il fait 2 fois plus chaud aujourd'hui. On ne peut pas dire 2 fois plus chaud dans des températures centigrades, en tout cas, parce que le zéro n'a aucun sens, il était une convention, et donc il ne fait pas 2 fois plus chaud quand il fait 10 degrés que quand il fait 5 degrés. Par contre, donc, le quatrième niveau, ce qu'on appelle en anglais ratio scale, une échelle des rapports, une échelle multiplicative, si l'on veut, lorsqu'il y a un zéro sur l'échelle, ça veut dire qu'on peut aussi comparer les rapports entre les quantités et on peut dire qu'il y a 2 fois plus de produit intérieur brut que dans un pays que dans un autre. D'accord. Donc cette notion d'échelle va être importante par la suite, mais retenons simplement que dans un graphique, il faut pouvoir faire une correspondance entre les quantités, qu'elles soient ordinales, additives ou multiplicatives, et puis les axes. Alors cette idée, au premier cours, je vous avais dit qu'elle est quand même très ancienne. Descartes, c'est très bien, mais avant Descartes, il y avait déjà beaucoup de notions de mesure de l'espace et même de cartes, donc de notions de coordonnées en X et en Y, et pas seulement pour des dimensions spatiales, mais aussi pour des grandeurs comme le temps, par exemple, dans la clepsydre. Donc ça n'a pas été très difficile, finalement, pour l'humanité de générer cette idée de mesure en utilisant l'espace pour rapporter des grandeurs et pour les représenter de façon symbolique. Et ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce sont des idées extraordinairement intuitives, extraordinairement profondes, inscrites dans notre cerveau, peut-être inscrites depuis très longtemps dans l'évolution et présentes même chez d'autres espèces animales. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le domaine la correspondance entre l'espace, le temps et le nombre. Et mon laboratoire y a consacré beaucoup de recherches. On a publié un livre, d'ailleurs, ici c'est le numéro spécial de Trends in Cognitive Science, mais il est sorti aussi sous forme de livre qui s'appelle Space, Time and Number.
Et juste sous forme de plaisanterie, il y a 6 ordres possibles, évidemment, pour les mots espace, temps et nombre, mais il y a un ordre bien particulier dans lequel l'acronyme est bien sympathique, puisque ce sont les initiales de mon prénom. Voilà, donc space, time and number. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que ces 3 dimensions, l'espace, le temps et le monde, et le nombre, sont étroitement imbriqués entre elles dans les représentations mentales. Et j'ai eu la chance, un petit peu par hasard, très honnêtement, de le découvrir sous forme d'un effet qu'on appelle l'effet Snark, et c'est la première chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En 1993, avec Serge Bossini et Pascal Giraud, on menait des expériences sur les nombres et on essayait d'étudier la sémantique des nombres. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que 4 est pair et que 5 est impair? Et on doit avoir une sorte de répertoire des propriétés des nombres. Ça reste une grande question aujourd'hui, comment sont organisés les concepts de nombres. Mais alors, pour étudier cette question, on faisait une expérience très simple. On présentait des nombres sur un écran et on demandait aux gens de cliquer sur un bouton si c'était pair et sur un autre bouton si c'était impair. Et on mesurait leur temps de réponse et leur taux d'erreur. Mais comme on est des expérimentateurs un peu assidus, on s'est dit il faut équilibrer les choses. Donc pendant la moitié de l'expérience, les sujets vont cliquer à droite pour dire pair et à gauche pour dire impair, et puis l'autre moitié de l'expérience, on va changer les boutons. Et le résultat de cette manipulation, c'est qu'à la fin, on avait pour chaque nombre une réponse avec la main droite et une réponse avec la main gauche. Parce que même s'il était pair, tantôt la réponse pair était à main droite et tantôt elle était à main gauche. Et quand on a analysé les données, donc on a 3 facteurs dans la manip, le bloc, pair à droite ou pair à gauche, la parité des nombres et la grandeur des nombres qui allait de 0 à 9 dans cette première expérience. Et on analyse les données, on fait une analyse factorielle, les étudiants connaissent bien ça, on fait une ANOVA, une analyse de variance, et il y a une triple interaction qui sort très significative, 10-3. Alors, une triple interaction, c'est toujours un peu compliqué. Ça veut dire que l'effet d'une variable sur une autre est lui-même modulé par une troisième. Bon, c'est compliqué à comprendre. Parfois, d'ailleurs, on néglige les triples interactions. On se dit, bon, c'est trop compliqué, c'est une modulation d'une modulation, si vous voulez. Mais je trouve un moyen d'afficher ces données et tout se clarifie. Ce n'est pas une triple interaction compliquée du tout. Voilà à quoi ressemblent ces données qui, vous voyez, sont extrêmement régulières. Donc ici, sur ce graphe, vous avez sur l'axe des X la grandeur des nombres, de 0 à 9. Et sur l'axe des Y, on a mis une mesure dérivée, qui est très simple, qui juge combien de temps vous avez mis pour appuyer avec la main droite, et combien de temps vous avez mis pour appuyer avec la main gauche. Et là, vous voyez une régularité très belle. À mesure que le nombre devient grand, on appuie de plus en plus vite avec la main droite. Quand le nombre est petit, on appuie un petit peu plus vite avec la main gauche. C'est des effets de l'ordre d'une dizaine de millisecondes, une vingtaine de millisecondes. Ici, vous voyez cette très très grande régularité de l'effet ici. C'est vrai aussi qu'on appuie un petit peu plus vite pour dire pair à droite, mais je ne parlerai pas de cet effet aujourd'hui, mais c'est surtout cet effet donc, de grandeur. Alors on a appelé ça l'effet Snark, comme association des petits nombres avec la gauche et des grands nombres avec la droite, Spatial Numerical Association of Response Codes, c'est évidemment un jeu de mots, une allusion au snark, mais avec un K, qui est la chasse au snark de Lewis Carroll, qui est un poème magnifique que je vous incite à lire, j'en reparlerai dans quelques instants, mais parce qu'on s'est mis à chasser l'origine de cet effet. D'où provient cet effet? Pourquoi les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite? Alors, on a commencé par faire beaucoup d'expériences. La première, c'est de se dire, ce sont des sujets droitiers, peut-être que ça a à voir avec la manualité, gauche et droite. Donc, on teste des gauchers. C'était un petit peu une tentative comme ça, et en fait, rien ne change chez les gauchers. Les gauchers aussi aiment bien avoir les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. C'est quelque chose de très naturel pour tout le monde. Deuxième expérience plus intéressante, on fait exactement la même expérience avec des boutons. Donc vous imaginez, le sujet est face à un écran, il y a ces nombres qui apparaissent au milieu, puis il y a un bouton à main droite et un bouton à main gauche. Mais on va faire croiser les mains. Et en faisant croiser les mains, ça veut dire qu'on sépare la main qui répond et l'espace représenté par la personne, qui souhaite cliquer à droite, mais qui le fait avec sa main gauche. Alors, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la main qui compte ou est-ce que c'est l'espace? Eh bien, le résultat, c'est que c'est l'espace qui compte. La main n'a aucune importance. On peut cliquer avec la main gauche ou avec la main droite. Du moment qu'on clique à droite, il y a une préférence pour les grands nombres. Et si on clique à gauche, il y a une préférence pour les petits nombres. Donc, les faits dépendent d'une représentation abstraite de l'espace plutôt que d'un aspect sensorimoteur, disons, de bas niveau. Et puis, troisième résultat très important de cette série d'expériences ici, l'effet dépend de la taille relative des nombres.
Il ne dépend pas de la taille absolue des nombres. Donc là encore, ce n'est pas câblé, le nombre 9 va à droite, le nombre 0 va à gauche, ça dépend de l'intervalle qui est testé dans l'expérience. Et là, pour cette expérience, donc, on avait séparé des blocs, un bloc dans lequel les nombres vont uniquement de 0 à 5, et un autre bloc dans lequel les nombres vont de 4 à 9. D'accord ? Eh bien, vous voyez ici les résultats. Les performances, enfin plus exactement l'effet Snark, restent à peu près le même en fonction de l'intervalle de nombres qui est testé. Et en particulier, les nombres 4 et 5 ici, quand ils sont les plus grands de l'intervalle, on préfère répondre à droite, plutôt dans l'espace droit. Et lorsque les nombres sont plus petits dans l'intervalle considéré, les mêmes nombres, eh bien cette fois-ci, on y répond plus vite du côté gauche. Donc l'effet Snark s'inverse pour les mêmes cibles en fonction de leur taille relative à l'intérieur de l'intervalle qui est considéré. Donc ça veut dire que c'est vraiment la grandeur par rapport à une référence qui est ici celle du bloc qui compte. Ce n'est pas des associations mécaniques, ce sont des associations conceptuelles entre la taille relative à un certain intervalle et l'espace environnant, quelle que soit la main qu'on utilise. Alors, c'était une des raisons d'appeler ceci la chasse au snark, c'est que dans la chasse au snark, ils n'arrêtent pas de le chasser, ils essayent toutes sortes de choses, et nous aussi, on essayait toutes sortes d'expériences. Je crois qu'il y a 9 expériences dans cet article, et il y a cette phrase sympathique de Lewis Carroll qui fait dire à l'homme à la cloche, « Ce que je vous dis 3 fois, c'est vrai. » Voilà. Donc là, on en est à plus de 3 fois déjà, ça commence à être vrai. L'effet Snark est vraiment très reproductif. Le papier en question est cité maintenant 3600 fois. Il a été répliqué un nombre incroyable de fois. Je vais vous montrer pas mal de réplications très différentes les unes des autres. Par exemple, ici, il n'y a pas forcément besoin du jugement de parité. Si vous demandez à des gens de comparer des nombres et vous leur donnez des boutons, un pour dire grand et un autre pour dire petit, eh bien, ils préfèrent beaucoup avoir les grands nombres à droite et les petits nombres à gauche. Ce n'est pas exactement la même forme de l'effet, c'est un effet plus discret, mais il y a cette association, grand c'est plutôt à droite, petit c'est plutôt à gauche. D'autres extensions remarquables, et là on arrive à des choses vraiment épatantes. Il y a des patients qui négligent la partie gauche de l'espace, ça s'appelle une héminégligence, et très souvent ce sont avec des lésions du lobe pariétal droit, pas seulement, mais souvent, et très souvent, donc, ce sont des patients qui n'arrivent pas à porter l'attention du côté gauche de l'espace à la suite de cette lésion, ce qu'on appelle une héminégligence. Eh bien, c'est un phénomène qui concerne énormément de représentations de l'espace. Ces patients, par exemple, peuvent, si on leur donne une feuille dans laquelle il y a de nombreuses cibles, par exemple, il faut barrer toutes les lettres A, ils n'arrivent pas à voir les A du côté gauche de la page. Ils vont barrer que les A du côté droit de la page. Si on leur demande d'imaginer, il y a une expérience tout à fait fascinante, on leur demande d'imaginer la place de Milan. Et si on leur dit, vous êtes face à la cathédrale, imaginez que vous êtes là, décrivez-moi ce que vous voyez, ils ne décrivent que la partie droite de la place. Et vous leur dites maintenant, imaginez que vous tournez le dos à la cathédrale, qu'est-ce que vous voyez sur la place? Ils ne décrivent que l'autre côté. Donc ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question d'accès à une représentation spatiale. Ils n'arrivent pas à porter attention à la partie gauche de l'espace. Et vraiment, ce sont des patients tout à fait fascinants. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas d'accès à la conscience pour des stimuli dans l'hémichamp gauche. C'est un phénomène très classique chez ces patients, par exemple, c'est de ne pas manger la partie gauche de l'assiette et de se plaindre, de dire « j'ai pas eu assez à manger ». Et on tourne l'assiette de 180 degrés et il mange de l'autre côté. Voilà. Donc c'est aussi un très gros déficit évidemment, mais un déficit attentionnel. Alors la question s'est posée de savoir si quand on a une héminégligence gauche, eh bien est-ce qu'on a aussi une négligence de l'espace des nombres? Et en fait, avec Laurent Cohen, on s'était posé la question, mais de façon peut-être pas aussi à droite que ce que je vais vous raconter. On avait demandé au sujet de comparer des nombres, et on avait observé que lorsque les patients ont une négligence gauche, eh bien, les nombres qui sont plus petits que la référence, ils sont extrêmement ralentis. Donc on demandait au sujet de comparer, par exemple, par rapport à 55, il y avait des nombres qui allaient de 21 à 99, et quand les nombres étaient 24, 36, etc., tous ces nombres-là étaient très ralentis, comme si le sujet n'arrivait pas bien à faire attention à ce qui est à gauche de 55. Voilà. Mais on n'a pas publié ce travail, plus exactement, il n'a pas été accepté, puis on n'a pas été jusqu'au bout du processus. Et quelques années plus tard, Marco Zorzi, avec Priftis et Humilta, ont publié dans Nature la bonne manière de tester cette histoire, qui est la bisection. En fait, on sait que les patients avec une héminégligence ont des troubles de bisection d'une ligne. Vous leur montrez une ligne, comme ça, dans l'espace, et vous leur dites, mettez une marque au milieu. Et comme ils ne voient pas
la partie gauche de la ligne, leur marque est déportée très fortement vers la droite. Donc c'est un test extrêmement classique des mi-négligences, qu'on appelle la bisection de ligne. Eh bien, Marco Zorzi et ses collaborateurs ont fait la bisection de nombres. Il n'y a plus de ligne du tout. On demande à la personne, qu'est-ce qui tombe entre 11 et 19 ? Ou d'autres nombres. Qu'est-ce qui tombe entre 11 et 19 ? Je pense que vous avez réfléchi. Bon, c'est 15. Eh bien, ces patients vont dire 17. Ils vont déplacer leur bisection de nombres vers la droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire la droite ? En fait, vers les grands nombres. Et parfois, de façon assez dramatique, par exemple, un patient peut dire qu'est-ce qu'il y a entre 11 et 19 ? 23. Mais c'est vraiment typique de ces patients d'avoir des troubles extrêmement sévères de l'organisation dans l'espace. Et le papier de Zorzi et collaborateurs montre que ça s'étend à l'espace des nombres. Deuxième expérience fascinante ensuite de Fisher et collaborateurs dans Nature Neuroscience. On n'a pas besoin de faire des tâches compliquées. La simple présence d'un nombre va attirer l'attention d'un côté ou de l'autre de l'espace. Donc c'est un petit peu l'inverse de l'héminégligence. Ici, dans cette tâche, c'est un peu une tâche à la Posner, pour ceux qui connaissent, donc une tâche d'orientation de l'attention. On flash un nombre au centre de l'écran, et puis c'est juste un indice, il n'a aucun rôle particulier dans l'expérience, juste un indice que quelques instants plus tard, avec un délai variable, va apparaître une cible à gauche ou à droite de l'écran, et il faut cliquer sur cette cible. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la cible. Mais ça vous prévient que la cible va apparaître, mais ça ne vous dit rien d'autre. C'est un indice complètement neutre. Eh bien, malgré que l'indice soit neutre, lorsque le chiffre est bas dans l'intervalle qui est testé, donc c'est je crois des nombres entre 1 et 9 ou 0 et 9, eh bien, lorsque le chiffre est petit, vous préférez cliquer, vous détectez plus facilement des objets qui sont présentés du côté gauche. Il s'agit juste de dire, oui, il est présent dès qu'il apparaît. Mais vous voyez que le temps de réaction est un petit peu plus rapide pour les cibles présentées du côté gauche, après un délai de l'ordre de 200 ou 300 millisecondes, qui est tout à fait compatible avec le temps de compréhension de la quantité du chiffre. Et l'inverse pour les chiffres qui sont grands dans l'intervalle testé. À ce moment-là, vous avez un amorçage, un priming pour le côté droit de l'espace. C'est fascinant parce que ce chiffre ne sert à rien, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un biais spatial quand on voit un chiffre. Donc ça reflète évidemment des calculs non conscients. Et après, avec Lionel Nakache, on a fait beaucoup de travaux sur l'interprétation non consciente des nombres. Vous avez tellement automatisé la compréhension de ces symboles des chiffres arabes que la quantité qui est présentée est automatiquement activée et l'espace correspondant sur une sorte de ligne numérique de la gauche vers la droite est également activé automatiquement, inconsciemment ici. Et il y a d'ailleurs un peu un biais similaire pour la verticale. Vers le haut, c'est plutôt les grands nombres. Encore un autre effet, j'en avais parlé cet été sur France Inter, je trouve assez fascinant. On vous met dans le noir et on vous demande de générer des nombres aléatoires, entre 0 et 100, je crois. Et donc, vous avez une série de nombres, 21, 89, etc. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que même si vous êtes dans le noir, on mesure les mouvements de vos yeux. Et le résultat qui est fascinant, c'est qu'il y a une corrélation entre les mouvements des yeux et le fait que vous allez vers un grand nombre ou vers un petit nombre par rapport à celui que vous avez dit auparavant. Donc, aussi bien pour l'axe gauche-droite que pour l'axe haut-bas, ici, vous voyez qu'il y a un biais assez fort. Et donc, dans une certaine mesure, on peut deviner quel nombre vous allez produire en regardant la direction dans laquelle vont vos yeux. Si les yeux vont vers la droite, vous allez produire un nombre plus grand que celui qui précède, et si vos yeux vont vers la gauche, vous allez produire un nombre plus petit que celui qui précède. Donc il y a là encore un lien très automatique entre la position dans l'espace et l'exploration de l'attention. On va voir dans un instant au niveau cérébral que le lien a l'air de se produire dans les aires qui commandent les mouvements de l'attention et les mouvements des yeux. Mais donc il y a vraiment un lien très étroit. On ne peut pas s'empêcher de penser que les petits nombres sont à gauche et les grands nombres sont à droite. Alors, un article plus récent, important, de Wim Fias, montre que c'est vrai à la fois pour la connaissance ordinale et pour la connaissance cardinale des nombres. Et je pense qu'on n'a pas encore été jusqu'au bout des conséquences de cet article, mais c'est un article vraiment important. Ils font une manipulation qui est assez remarquable. Ils prennent des chiffres, donc on pourrait dire c'est la grandeur du chiffre qui compte, mais ils les mettent dans la mémoire des sujets en leur demandant de mémoriser une liste de 5 chiffres aléatoires dans un ordre bien précis. Donc imaginez, dans un essai donné, vous recevez des nombres comme 9, 1, 3, 6, 4.
Et vous devez retenir cette série de 5 nombres. Mais du coup, on peut complètement séparer la grandeur du nombre en soi de sa position ordinale. Par exemple, je vous ai dit 9 en premier, donc 9 c'est le plus grand, mais il se trouve que c'est aussi le premier, donc le plus petit sur l'axe ordinal en mémoire de travail. Et donc la question c'est qu'est-ce qui compte pour le SNARK? Est-ce que c'est plutôt l'aspect ordinal ou est-ce que c'est plutôt l'aspect cardinal des nombres? Et donc pour être sûr, alors que les sujets mémorisent bien les nombres, on leur présente ensuite des chiffres de 0 à 9, ils doivent faire mon fameux jugement de parité, est-ce que c'est pair ou impair, mais ils ne doivent le faire que sur les chiffres qui ont été mémorisés. Et à la fin de la séquence, on leur demande de choisir la bonne séquence parmi 4 qui ont été présentés. Donc ils ont à la fois cette mémoire saturée par une séquence de 5 chiffres, hein, et puis ce jugement de parité qui permet de mesurer mon fameux effet SNARK. Et alors le résultat, extrêmement clair, c'est qu'il n'y a aucune dépendance du côté de réponse, de la vitesse du côté de réponse en fonction de la grandeur des nombres, mais il y a une dépendance en fonction de la position ordinale dans la séquence. Donc quand on met les deux en opposition, c'est l'aspect ordinal qui compte, et le nombre ordinal a un effet SNARK. Les petits nombres ordinaux vont du côté gauche et les grands nombres ordinaux vont du côté droit. Donc cet effet est vrai en fait pas seulement pour les nombres, mais aussi pour d'autres listes. Si vous mémorisez une liste de fruits et légumes, et voilà, vous avez carottes, tomates, etc., dans un ordre qui peut changer d'un essai à l'autre, eh bien c'est la position de l'item dans votre mémoire de travail qui détermine si vous allez répondre plus vite avec la main gauche ou plus vite avec la main droite. Donc ici, vous répondez plus vite avec la main gauche pour les items qui sont tôt dans la séquence et plus vite avec la main droite pour les items qui sont tard dans la séquence. Donc du point de vue des graphiques, ça nous dit quelque chose d'extrêmement simple. Quelle que soit l'échelle, qu'elle soit ordinale, additive ou multiplicative, il faut systématiquement placer les petites choses, les choses en premier du côté gauche et les choses grandes et tardives du côté droit. Et c'est ce que nous faisons systématiquement dans nos graphiques. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois cet aspect ordinal et cardinal, et je dois dire que j'étais surpris de voir que l'aspect ordinal peut gagner sur l'aspect cardinal lorsqu'on les met en opposition ici. Dernière chose qu'on peut mentionner, c'est les liens entre les nombres et l'espace sont parfois si forts qu'il y a des personnes, et il y en a peut-être dans cette salle certainement, parce que ce n'est pas si rare, il y a des personnes qui disent « moi les nombres je les vois ». Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs de les voir. Les nombres c'est dans l'espace. C'est une organisation spatiale, et d'ailleurs, comme c'est le cas ici pour cette description, alors la description princesse est due à Sir Francis Galton dans Nature en 1880, il y a des gens qui disent non seulement je les vois dans l'espace, mais ils ont des couleurs très caractéristiques. Vous voyez ici ce ruban qui a été décrit donc, par une personne avant 1880, hein, dans lequel les nombres de 5 à 9 sont bleus, brillants, lumineux. Ici c'est très brillant, là c'est plutôt doré, etc. Et il y a une espèce de ruban de nombres dans l'espace. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle ici qui ont cette impression-là, pas forcément la même, hein, chacun a sa synesthésie particulière. C'est une forme de synesthésie. Souvent la synesthésie c'est entre les lettres et les couleurs, entre les nombres et les couleurs, mais quand c'est des nombres, c'est souvent aussi nombre-espace. Et il y a une correspondance nombre-espace, mais cette fois-ci, les gens, au lieu d'avoir un effet automatique et inconscient comme l'effet SNARK, ces personnes-là, qui sont peut-être quelques pourcents, voient les choses de façon strictement consciente. Et donc, c'est à la fois conscient, souvent c'est une ligne continue, et très souvent, mais pas toujours, hein, c'est de la gauche vers la droite, une fois de plus. Souvent aussi, on en reparlera, c'est logarithmique, c'est-à-dire que les grands nombres sont comprimés par rapport aux petits nombres. Ici, vous voyez que les nombres de 1 à 10 occupent un espace important, plus important que les autres dizaines consécutives. Donc il y a des représentations extrêmement systématiques, ça m'avait beaucoup fasciné, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre La bosse des maths déjà. Il y a par exemple chez Galton, il y a cette représentation extraordinaire des nombres de 1 à 12 un peu sous forme d'une sorte d'horloge mais déformée, hein. Les personnes insistent sur les détails, c'est déformé, c'est comme ça. Et puis ensuite il y a ces volutes pour les dizaines successives, et on retrouve ça chez Calkins en 1892, et quand j'en parle à un ami de la famille dans les années 2000, cette personne me dessine pratiquement la même chose, il y a quelque chose de très très similaire.
Donc il y a des régularités très profondes et parfaitement inconnues, incomprises, dans la régularité avec laquelle nous établissons une correspondance entre les nombres et l'espace, mais parfois complètement consciente. Alors, c'est compliqué parce que avec Manuela Piazza, ici, lorsque nous avons étudié cette personne, eh bien, nous avons découvert que ça n'est pas forcément la même chose que l'effet Snark. Et il y a sans doute une dissociation à faire entre des phénomènes conscients et des phénomènes non conscients. Parce que, vous voyez, cette personne ici, elle a plutôt une ligne, c'est ce qu'elle a dessiné, hein, qui d'abord commence par une espèce d'horloge et puis ensuite part vers la gauche. Donc, de façon un peu inhabituelle, les grands nombres partent vers la gauche. Et on en trouve plusieurs de ce type. Eh bien, cette personne, on a pu la tester dans les mêmes conditions que les autres sujets pour notre fameux effet Snark. Et elle a l'effet Snark dans le sens normal, c'est-à-dire les petits nombres vers la gauche et les grands nombres vers la droite. Donc, elle a dans le même cerveau deux représentations, une implicite qui est de gauche à droite et une explicite, prétend voir, et on n'a pas de raison d'en douter, hein, il y a d'autres indices qui montrent qu'elle utilise effectivement cette représentation, mais qui va de la droite vers la gauche. Donc il faut sans doute imaginer une relation assez complexe entre plusieurs cartes de l'espace, certaines conscientes, d'autres non conscientes, mais chez la plupart d'entre nous ici, chez tout le monde, la représentation inconsciente, elle va de la gauche vers la droite. Et donc elle nous sert à marquer les axes. Alors d'où vient cet effet? Dès le premier article, avec Serge Bossini et Pascal Giraud, on s'est dit, bah, c'est quand même assez simple, on écrit de la gauche vers la droite, c'est sûrement lié à la direction de l'écriture. C'est une convention culturelle, on ne voit pas pourquoi ça serait autre chose qu'une convention, petit nombre à gauche, grand nombre à droite, ça a l'air totalement arbitraire, c'est sûrement lié à la direction de l'écriture des sujets qui est souvent de gauche à droite. Alors, dans le premier article, on avait essayé de tester cette idée avec les moyens dont on disposait, c'est-à-dire de recruter des personnes qui étaient dans un système d'écriture de droite à gauche. On avait trouvé des Iraniens, c'était intéressant aussi parce qu'ils avaient d'autres formes des chiffres. Et donc en farsi, on écrit de droite à gauche. Et on avait trouvé, mais c'était un peu tordu déjà comme analyse, on avait divisé les sujets en deux, ceux qui étaient arrivés récemment en France et ceux qui étaient arrivés depuis longtemps en France. Et alors ceux qui étaient arrivés depuis longtemps en France avaient l'effet Snark comme nous tous, mais ceux qui étaient arrivés depuis pas longtemps en France n'avaient pas d'effet Snark. Vous voyez que c'était plat ici. Ce n'était pas renversé non plus, hein. Ce n'était pas complètement renversé, mais c'était plat. Et notre interprétation était qu'il y avait deux choses qui s'annulaient l'une l'autre. Il y avait l'effet de la direction de l'écriture, mais il y a quand même le fait qu'en mathématiques, la convention, c'est toujours de gauche à droite. Et donc, même en Iran, et ces personnes étaient souvent cultivées sur le plan universitaire, eh bien, les mathématiques, les axes vont de la gauche vers la droite, des petits nombres vers les grands nombres. Donc, nous avions imaginé qu'il y a peut-être deux phénomènes qui s'annulent l'un l'autre, et que c'est pour ça que lorsqu'on est plongé dans une culture, et qu'on vient d'arriver en France, mais on est plongé dans une culture où les deux se contredisent, la direction de l'écriture et la direction des graphes mathématiques, ben peut-être qu'on n'a pas d'effet en moyenne, et qu'à mesure qu'on est plongé dans une culture de gauche à droite, on finit par avoir des effets prononcés. Bon, tout ceci était un peu indirect. Ensuite, il y a eu des articles beaucoup plus directs, notamment les travaux de Zebian et collaborateurs. Si on prend des gens qui n'ont pas de forte éducation mathématique, alors la prédiction, c'est qu'ils n'auraient que l'effet culturel, et à ce moment-là, on voit l'effet Snark se renverser. Et de manière générale, on voit que l'effet Snark est un peu flexible. Il y a eu des expériences, même chez des gens occidentaux, avec une écriture de gauche à droite, mais si on leur demande d'imaginer l'horloge, l'effet se renverse. Oui. Donc on peut, parce qu'on est en train d'avoir une image mentale particulière, où les petits nombres sont à droite et les grands nombres sont à gauche, autour de l'horloge, on peut renverser l'effet. Donc l'effet est flexible, il n'est pas complètement inflexible, et il y a certainement des dimensions culturelles dans cet effet. Et d'ailleurs, chez l'enfant, des expériences ont montré que l'effet Snark apparaît vers la 3e année de scolarité, donc ça serait le CE2 chez nous, et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir une automatisation des liens entre le nombre et l'espace dans les travaux par exemple de Girelli et collaborateurs. Donc il y a une certaine logique, parce qu'à mesure qu'on automatise la compréhension des nombres, eh bien, on absorbe aussi des biais culturels. Donc ça c'était l'histoire jusqu'à relativement récemment, jusqu'à une dizaine d'années, un petit peu plus, et ça a complètement changé. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une origine beaucoup plus profonde
à ces liens entre les nombres et l'espace. C'est quelque chose qui n'est pas propre aux adultes, ça peut exister chez les jeunes enfants, ça peut exister chez les bébés, et ça n'est pas quelque chose qui est propre à l'espèce humaine. Il y a des recherches chez l'animal qui montrent que même les animaux préfèrent avoir les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. Donc les idées ont complètement changé, et on pense que certes, il y a des additions culturelles, la culture peut dominer, surtout sur le plan conscient, mais de façon beaucoup plus profonde, inconsciente, il y a un biais chez tout le monde pour avoir les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. Alors, la première chose, je ne suis pas sûr de respecter exactement l'ordre, hein, je n'ai pas voulu respecter l'ordre exact des découvertes ici, mais vous présentez plutôt les expériences les plus saillantes. Mais la première chose, c'est qu'il y a une correspondance entre les nombres et l'espace, et entre les nombres et la taille des objets, même chez les petits-enfants. Alors, c'est le travail notamment de Lola de Hevia et puis Elisabeth Spelke et d'autres collaborateurs, Albert Sreri. Même les petits-enfants, même des enfants de 0 à 3 jours, s'attendent à une relation systématique entre les nombres et les grandeurs. Alors, une des premières expériences consiste par exemple à les habituer à une série de nombres qui croient. D'accord ? Donc vous voyez ici 4, puis je ne sais pas, à peu près 8, etc. Et vous voyez que ce sont des écrans successifs. La taille des nombres augmente. Pour un groupe d'enfants, la taille des nombres augmente et on les habitue à voir des nombres qui augmentent. Pour un deuxième groupe d'enfants, on les habitue à voir des nombres qui décroissent. Et ensuite, une fois qu'ils sont habitués, on voit que leur temps de regard diminue, on mesure leur temps de regard, on les passe dans une autre partie de l'expérience, le test, où on va leur présenter soit des grandeurs de lignes qui augmentent, soit des grandeurs de lignes qui diminuent. Et on s'aperçoit qu'ils ont une notion de correspondance. S'ils ont été habitués à des nombres qui croissent, ils regardent plus longtemps des violations, c'est-à-dire des barres qui décroissent. Et s'ils ont été habitués à des nombres qui décroissent, ils regardent plus longtemps ce qui est nouveau pour eux, c'est-à-dire les barres qui augmentent de longueur. Donc ça veut dire qu'il y a un transfert du nombre vers la longueur. Et ça veut dire qu'il y a une correspondance grand nombre, grande longueur. Ce n'est pas la position dans l'espace, mais c'est la taille ici des objets qui est en jeu. Mais alors on contrôle, alors dans toutes ces expériences, hein, on contrôle le mieux qu'on peut les paramètres non numériques. Vous voyez ici, les nombres occupent tous la même taille sur l'écran. Hein. Donc ce n'est pas une question de taille occupée sur l'écran. C'est vraiment le nombre qui correspond à la grandeur. D'autres expériences montrent que ça marche même chez les tout petits enfants. Hein. J'ai oublié de mentionner que l'une des auteurs clés de ce travail, c'est Véronique Izard, qui est ici avec nous. Merci Véronique. Donc beaucoup de travaux de Véronique Izard sur la perception des nombres chez les petits-enfants. Et ici, dans ce travail de 2014, c'est vraiment extraordinaire. On habitue, je n'ai pas montré toutes les conditions d'expérience, c'est une expérience assez subtile, hein, mais je vous donne l'idée. Vous voyez une barre de longueur qui peut être courte ou longue, et ça peut être accompagné d'un certain nombre de syllabes, d'accord. Et vous allez être habitué à ça alors que ce sont des tout petits enfants de quelques jours de vie, hein, d'accord. Et ensuite, on les passe dans une condition où ils vont pouvoir voir une barre, ils vont avoir un changement de nombre, donc ils vont avoir 18 syllabes, par exemple, dans cette condition ici, et ça va s'accompagner d'un changement de barre qui peut être congruent ou incongruent, d'accord. Et les enfants préfèrent regarder la grande barre quand le nombre croît, et préfèrent regarder la petite barre quand le nombre décroît. Donc, je simplifie un tout petit peu cette expérience avec un design assez compliqué, hein, mais donc il y a ce transfert, et vous voyez cet aspect relatif que l'on voyait aussi chez les adultes. Si le nombre croît, et c'est un nombre auditif ici, je m'attends à avoir une grandeur plus grande et une longueur plus grande, et si le nombre décroît, je m'attends à avoir une grandeur, une longueur plus petite. C'est des bébés de quelques jours, hein, donc cette correspondance est très profonde. Il y a une sorte de sens de la grandeur qui est partagé par les nombres et par l'espace ici. Alors ensuite, il y a aussi l'association gauche-droite. Ce n'est pas la même chose, mais là encore, des travaux remarquables, toujours avec Lola de Hevia, avec Arlette Sreri, avec Francesca Simeone, ce sont des groupes qui travaillent très bien chez le bébé. Hein. Toute une série d'expériences, j'en ai mis quelques-unes ici, qui montrent que l'association gauche-droite, petit nombre, grand nombre, n'est pas arbitraire non plus. Ici, on est chez des enfants de 8 mois. C'est le paradigme qui est peut-être le plus classique. Maintenant, également, vous allez le voir chez les animaux. Hein. On présente un nombre au milieu de l'écran.
Alors, ça va de soi, mais je le redis, hein, chez ces enfants, évidemment, on ne présente pas des nombres arabes, des nombres symboliques, on présente des quantités, hein, ce sont des grandeurs sous forme de quantités numériques. Donc ici, vous avez une quantité présentée sous forme de points, c'est 9 points. Les enfants ne perçoivent pas le nombre exact, mais perçoivent le nombre approximatif. Mais là, ils ont 9 points ou 2 points, et c'est exactement comme dans l'expérience de Fisher. Ce nombre n'a pas d'importance, mais ensuite va apparaître une cible sur l'écran qui distrait les enfants, qui les amuse, donc ils vont déplacer les yeux vers la cible en question. Eh bien, il se déplace plus rapidement vers la cible si elle est à droite lorsque le nombre est grand et si elle est à gauche lorsque le nombre est petit. D'accord ? Donc c'est vraiment comme l'effet de Fisher tout à l'heure, la taille du nombre qui est vu au départ influence la vitesse avec laquelle vous allez orienter votre attention vers la droite ou vers la gauche. Grand nombre, attention à droite, petit nombre, attention du côté gauche. C'est extraordinaire de voir cet effet dès 8 mois ici. On peut penser qu'à 8 mois, ils n'ont pas eu le temps d'absorber le moindre biais culturel. On n'est pas certain, évidemment, hein, mais le sens de la lecture n'a sans doute pas d'importance, le sens des graphes mathématiques, certainement pas non plus. Encore un autre exemple ici, cette fois-ci on est chez le nouveau-né, alors ça devient de plus en plus difficile de penser qu'ils ont absorbé des biais culturels, hein, mais c'est toujours un petit peu la même expérience, vous voyez, c'est une expérience un petit peu héroïque. C'est facile de critiquer, hein, les données sont bruitées, etc., mais essayez d'imaginer faire ces expériences. Je considère vraiment que ce sont des expériences assez héroïques à tout point de vue, hein, d'arriver à garder un jeune bébé dans l'expérience, d'arriver à avoir une mesure reproductible, de le faire dans des conditions éthiques impeccables et de convaincre les parents de recruter ces sujets, de les recruter juste dans le créneau où ils ont quelques heures de vie. Tout ceci, on fait vraiment des expériences assez extraordinaires. Et donc ici, on habitue l'enfant à voir des deux côtés un ensemble de 12 items. Bon, ils ne savent pas que c'est 12, mais ils savent que c'est une quantité assez grande, de l'ordre de 12 approximativement. Et ensuite, on va leur présenter, toujours de façon bilatérale, soit des écrans avec 4 objets, soit des écrans avec 36 objets. Et vous voyez que quand c'est 4, ils se tournent plutôt du côté gauche, et quand c'est 36, ils se tournent plutôt du côté droit. C'est quand même frappant. Un âge aussi minuscule, il faut les mettre près de l'écran parce qu'ils ne voient pas à grande distance. On dit que le système visuel n'est pas développé, ça n'est pas vrai, mais il faut les mettre assez près pour qu'ils voient nettement sur l'écran. Et voilà. Donc ils préfèrent regarder vers la gauche pour le grand nombre, et vers la gauche pour le petit nombre, pardon, et vers la droite pour le grand nombre. Voilà. Et il y a une deuxième expérience qui montre exactement comme dans mon premier papier sur le SNARC que c'est la taille relative des nombres qui compte et pas la taille absolue des nombres. Donc ici, vous avez la taille absolue 4 versus 36, mais vous pouvez vous arranger pour que ce soit le même nombre 12 qui soit dans un contexte où les enfants ont été habitués à 4 ou dans un contexte où les enfants ont été habitués à 36. D'accord ? Et le même nombre 12 va les inciter à se tourner à droite quand c'est plus grand que 4, auquel ils ont été habitués, et tourner vers la gauche lorsque c'est plus petit que 36, auquel ils ont été habitués. Deux groupes d'enfants séparés. Donc vous voyez que c'est la taille relative des nombres. Tous les phénomènes classiques de l'effet SNARC sont déjà là chez des enfants là, de 51 heures de vie en moyenne. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand on a fait l'article en 93. Alors, encore plus extraordinaire, et je m'y attendais encore moins, l'effet existe chez les animaux. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose, ça fait partie de notre bagage évolutif, il y a un biais dans l'évolution. Mais là, on va parler du travail de Giorgio Valortigara, je voudrais remercier ici, parce qu'il m'a donné un certain nombre de diapositives et de films que vous allez voir sur le comportement animal, qui a déjà ce lien entre les nombres et l'espace. Alors, Giorgio Valortigara travaille chez toutes sortes d'espèces animales, mais notamment chez le poussin. C'est extraordinaire, le poussin, parce que d'abord, on peut en avoir facilement, on peut en avoir beaucoup, et on peut contrôler totalement la vie de ces petits animaux. On peut contrôler leur environnement tout entier. Donc il y a énormément de manips absolument passionnantes. Il faudrait peut-être en faire un cours entier à un moment. Giorgio Valortigara étudie énormément de propriétés du système visuel et cognitif des poussins, mais ici on va parler juste du nombre et de l'espace. Les poussins ont un sens du nombre, et ça les biaise dans l'espace. Donc ici, on a des poussins de 3 jours qui sont d'abord habitués à aller chercher derrière un écran où il y a un nombre fixe. Donc toujours cette idée qu'on va les habituer à un nombre fixe, comme 5 ici. Et puis ensuite, on va les laisser aller chercher, soit à gauche, soit à droite, comme ils veulent, avec un petit nombre ou un grand nombre qui est présenté des deux côtés. C'est très très proche de l'expérience qu'on vient de voir chez les enfants.
Et devinez ce qui se passe. Eh bien, lorsqu'ils ont été habitués avec le nombre 5 au milieu, ils préfèrent aller à gauche quand c'est 2, qui est présenté sur les deux côtés de l'écran ici, et à droite quand c'est 8 qui est présenté. Donc on voit cet énorme biais ici, qui est vraiment très important. Je vais vous montrer la vidéo, c'est amusant. Si j'arrive à la démarrer, la voilà. Donc on habituera, c'est une plus grande quantité qui est habituée, on va voir ça dans un instant. On laisse le poussin aller se promener et au fil de quelques essais, il comprend qu'il doit aller voir derrière l'écran, il y a une récompense. Et là, il y a un nombre plus petit et il est allé à gauche. Là, il y a un nombre grand et il est allé à droite. Et ce n'est pas des tout petits effets, hein, on parle de l'ordre de... On va regarder les barres à nouveau ensemble, mais c'est de l'ordre de, vous voyez, 70% de biais d'un côté, 30% de l'autre. C'est quand même des phénomènes assez importants. Et alors, toujours la même idée, c'est l'aspect relatif qui compte et pas la valeur absolue des nombres. Donc c'est vraiment, est-ce que le nombre est plus grand ou plus petit que ce que j'ai vu auparavant, comme dans les mouvements des yeux dans le noir, comme dans l'effet Snark. Donc ici, vous avez le nombre central devient 20, je crois que c'est la vidéo qu'on a vue, ça devait être ça, 20, et vous voyez qu'à ce moment-là, la préférence pour 8 a complètement changé. 8, c'est plus petit que 20. Cette fois-ci, les animaux vont du côté gauche. Donc, c'est le nombre relatif qui compte, pas le nombre absolu. Quand on voit un nombre plus petit que ce qu'on avait auparavant, plus petit que le contexte, on a tendance à aller à gauche. Même chose chez l'animal, chez le singe, chez le primate. Ouais, alors si c'est chez le primate, chez le poussin, est-ce que ça veut dire qu'il y a une histoire évolutive extrêmement ancienne? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution convergente? Mais pourquoi? Je veux dire qu'on ne le sait pas vraiment. Hein. Mais il y a beaucoup de paradigmes maintenant qui montrent ces biais. Je vous en montre un autre ici, parce que je le trouve assez sympathique aussi. On apprend à un poussin à aller chercher à, mettons, la 4e position ici. Le film que vous allez voir, c'est la 5e, peu importe, on lui apprend une certaine position, et il est tout à fait capable, c'est déjà pas mal, et ça montre qu'il a un sens du nombre, hein. Le poussin est capable d'aller chercher une récompense dans la 4e boîte, en partant du bas ici. On peut montrer que ce n'est pas juste un sens de l'espace, parce qu'on peut changer la distance entre les boîtes et séparer le nombre versus l'espace. Et le poussin se sert du nombre. Mais ensuite, l'idée ici très intéressante, c'est de transférer à un arrangement linéaire des objets, mais cette fois-ci dans le plan fronto-parallèle, c'est-à-dire devant l'animal. Et là, vous voyez qu'il y a une ambiguïté fondamentale. Est-ce que je dois généraliser à partir de la gauche ou est-ce que je dois généraliser à partir de la droite? Évidemment, il n'y a pas de marque sur les boîtes ici, mais on a juste marqué les deux possibilités pour l'animal. Et à nouveau, on peut changer les distances entre les items pour s'assurer que c'est le nombre et pas la distance qui compte. Eh bien, l'animal compte, si on peut dire, à partir de la gauche. Donc, une fois qu'il a été entraîné à choisir le 4e ici, eh bien, il choisit celui-ci, mais pas celui-ci. Donc, il a quelque part un biais pour dire les nombres, ça part à partir de la gauche. On peut le voir dans ce film. Je vais essayer de le faire marcher. Vous allez voir que les animaux ont un biais pour commencer à gauche. Pardon. Alors, je vais peut-être rembobiner une demi-seconde, parce que là, on a raté. Je crois que là, l'animal a été entraîné à aller vers le 5e. Vous voyez qu'il est allé à gauche, et puis il revient, et là, il va vers le 5e. Là, ce n'était pas très net, on va le voir plus clair avec d'autres essais. Alors, l'expérimentateur mélange les boîtes, réarrange les boîtes. Tout ceci est un petit peu héroïque aussi. On est toujours un peu soucieux qu'il y ait des biais d'expérimentateurs. Il y a des expériences qui sont complètement automatisées, donc je pense que ce n'est pas le cas. Là, vous avez vu, le poussin est parti tout de suite vers la gauche, et puis ensuite, il va, on dirait presque qu'il compte, hein, il va vers la 5e boîte. On va voir encore un autre essai. On mélange un peu tout ça. Alors, des contrôles suggèrent qu'il n'y a pas d'indice olfactif, etc. Mais vous voyez, le poussin file à gauche et puis se met à suivre la file. Et tac. Il est assez doué, ce poussin-là. Bon. Ah, pardon. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire de voir ces phénomènes chez le poussin. Il y a beaucoup d'autres expériences chez le singe. Et je voulais mentionner le travail de Martin Djurfa, qui était longtemps à Toulouse, qui est maintenant ici à Paris, et qui travaille chez l'abeille.
Et avec ses collaborateurs, et notamment Rougani, qui a fait beaucoup d'expériences là-dessus, il a montré qu'il y avait ce phénomène déjà chez l'abeille également, donc chez les insectes. Vous voyez la diversité des espèces animales qui sont testées. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est toujours un peu la même idée. On entraîne l'abeille avec un stimulus fixe ici, et ensuite on la teste avec deux possibilités, et elle peut aller chercher sa récompense soit à gauche, soit à droite. Et elle a toujours cette idée, ce biais, pour aller chercher la récompense vers la gauche quand le nombre est plus petit que ce qui précède, et vers la droite quand le nombre est plus grand que ce qui précède. Alors, on n'a toujours pas de bonne explication de ce phénomène. Dans un exposé tout récent à l'École normale supérieure il y a quelques semaines, Giorgio Valortigara mentionnait deux possibilités. La première hypothèse, c'est que toutes ces espèces ont un biais hémisphérique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le déplacement de l'attention est plutôt une fonction du lobe pariétal droit, même si c'est toujours un peu bilatéral, mais enfin il y a un biais pour la région droite pariétale. Alors ça voudrait dire qu'on fait plus facilement attention du côté gauche, et la première chose à laquelle on fait attention, c'est le côté gauche. Et donc ça pourrait expliquer qu'on voit ces poussins qui se dirigent toujours du côté gauche en premier et qui se mettent à compter à partir de la gauche. On aurait une sorte d'attirance spontanée pour l'espace, l'hémi-espace gauche, et pour commencer à gauche. La deuxième hypothèse qui était proposée par Giorgio Valortigara, qui me paraît franchement un petit peu incertaine, mais c'est qu'il est vrai que la plupart des espèces ont un biais pour les grands nombres. Elles préfèrent les grands nombres aux petits nombres. Un grand nombre, c'est une plus grande récompense. Que ce soit d'ailleurs sur le plan social ou sur le plan de la nourriture, il vaut mieux aller chercher des grandes quantités. Dans le cas des espèces comme les poissons, il y a ce comportement grégaire qui forme des bancs de poissons, et on peut montrer que les poissons préfèrent aller vers les endroits où il y a plus de congénères. Donc il y a aussi cette notion de nombre qui est responsable, qui est derrière finalement cette formation de bancs de poissons. Alors l'idée de Giorgio Valortigara, c'est que ce qui est positif active plus l'hémisphère gauche, et donc il y aurait cette association entre hémisphère gauche et donc partie droite de l'espace et les grandes quantités. Tout ceci est extrêmement spéculatif, et à ce stade, à ma connaissance, on n'a pas vraiment de mécanisme pour comprendre pourquoi il y a cette association systématique. Alors la chose s'est compliquée encore un petit peu plus dans la littérature, parce qu'en 2021, on a l'impression d'avoir des données qui contredisent ce qui vient d'être dit. Et si je récapitule, on trouve un effet qui ressemble à l'effet Snark, petit nombre à gauche, grand nombre à droite, non seulement chez les adultes, mais chez les jeunes, mais chez les tout petits, chez les bébés, et puis ensuite chez toutes sortes d'espèces animales. Donc on s'attend à ce que, en l'absence d'éducation, eh bien des adultes humains montrent cet effet, d'accord ? Et que ce soit systématiquement de la gauche vers la droite. Et ceci est testé par Pitt, Ferrigno, Cantlon, Casasanto, Gibson, Piantadosi dans un article en 2021, un deuxième en 2023. Ils vont tester des adultes tsimané en Bolivie, en Amazonie, un petit peu comme, je vous en parlerai dans une seconde, les Munduruku qu'on a pu tester, et on leur demande d'ordonner des nombres, des tailles, aussi des stimuli qui ont rapport avec le temps, sur un axe gauche-droite. La tâche est extrêmement simple. Vous voyez qu'on leur donne des cartes comme ça, et puis il y en a une qui est déjà placée au milieu, là, 3, et on demande de placer les autres. Ou alors il y a une barre d'une certaine hauteur qui a été placée ici, et on leur demande de placer les autres. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à placer ces objets. Et je pense que spontanément, vous mettriez le 1 là, le 2 là, etc. Et on s'attendait à trouver ça. Et ce n'est pas ce qu'ils trouvent. Ce qu'ils trouvent, c'est que ces personnes ne sont pas biaisées. Elles vont faire un ordre systématique. La plupart d'entre elles, et sur cette distribution, sont soit tout à gauche, soit tout à droite. Mais il n'y a pas de biais particulier pour la droite. Chez les adultes des États-Unis, ici, on voit très clairement biais massif. Je crois que dans cette salle, vous feriez tout ça, hein, qui consiste à ordonner de la gauche vers la droite. Mais ni les enfants des États-Unis, ni les tsimanés adultes ici, ne semblent avoir de biais particulier pour la gauche ou pour la droite. Alors pourquoi est-ce que les poussins, les abeilles et les singes ont ce biais, et là, il n'y a pas de biais? Alors, fort heureusement, un article vient de sortir de Giorgio Valortigara qui, je pense, avec Manuela Piazza et d'autres collègues, Escher ici, résout le problème. Et le problème est assez simple, c'est qu'ici, vous avez une tâche consciente, réfléchie,
Et dans l'effet Snark et dans toutes les tâches avec les animaux, on teste des effets non conscients, non réfléchis, automatiques, très fondamentaux quelque part. Alors, voilà ce que font donc Escher et collaborateurs dans cet article qui vient de paraître. Ils testent 47 adultes italiens, 133 adultes Himba, qui sont cette fois-ci en Namibie. C'est avec l'aide de Serge Caparros, qui est un collègue très précieux du CNRS qui va régulièrement en Namibie tester les Himba, et ici des jeunes enfants de maternelle en Italie, d'âge 5 ans à peu près. Alors, première tâche est explicite, ça ressemble très fort à ce qu'on vient de voir. Hein. Mettez les cartes sur la table dans l'ordre que vous voulez. Donc vous avez des cartes avec des nuages de points, entre 1 et 10 points, mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Et là, ça réplique totalement ce qui a été observé par Piantadosi, Ferrigno et collaborateurs. Vous voyez ici une distribution bimodale chez les Himba, alors qu'elle est unimodale de gauche à droite pour les adultes italiens. Donc, quand nous sommes acculturés, nous sommes habitués à l'idée de mettre ça de gauche à droite, mais en l'absence d'acculturation, on ne détecte pas de biais, pas non plus d'ailleurs chez les jeunes écoliers italiens, ici, plutôt maternels italiens, donc très tôt. Donc, quelque part, c'est vrai que ce biais est aussi culturel, hein, mais ça dépend des tâches. Et là, c'est là qu'il y a une réconciliation vraiment intéressante. Escher et collaborateurs utilisent aussi une tâche implicite, similaire à celle qui a été utilisée chez l'animal, similaire à celle de Fischer. On présente un nombre de références au milieu, et puis ensuite une cible peut apparaître à gauche ou à droite, et elle peut être plus grande ou plus petite. Donc c'est une variante de l'expérience qu'on a déjà vue. Hein. Vous commencez par voir ça, et puis on vous montre ensuite soit le nombre 4 à gauche, soit le nombre 4 à droite. Et pour obtenir des réponses et des temps de réponse, les auteurs ont une astuce ici. Dans un bloc de l'expérience, ils disent vous allez appuyer quand c'est plus petit. Donc là, vous devez appuyer et là, vous devez appuyer. Et puis, dans un autre bloc, vous allez devoir appuyer quand c'est plus grand. Donc ici, avec cette instruction, vous n'auriez pas dû appuyer à un nombre plus grand. Par contre, ici, vous devez appuyer lorsque le nombre est plus grand. Donc ça permet d'obtenir chez ces personnes, sans difficulté particulière, une instruction relativement simple, un cliquer si c'est plus grand, quelle que soit la position des objets, mais ça permet de voir si la position influence les réponses. Il y a un seul bouton pour répondre, voilà. Et le résultat est très clair. Il y a un effet de congruence. Donc, une fois de plus, dans cette tâche, lorsque les nombres sont plus petits, c'est un peu plus difficile de cliquer avec la main droite, et lorsque les nombres sont plus grands, c'est un peu plus difficile de cliquer avec la main gauche. Les données sont un tout petit peu compliquées parce que c'est le cas dans le groupe à qui on a, enfin plutôt dans les blocs où on a demandé de répondre uniquement quand ça décroît, mais il n'y a pas d'effet de congruence détectable dans le bloc où ça croît ici. Donc ces données sont un petit peu plus compliquées que les auteurs ne décrivent, mais disons pour retenir qu'on a un effet de congruence de type SNARK systématiquement lorsqu'on teste de façon implicite, avec des nombres qui ne servent à rien, mais qui permettent simplement de biaiser l'attention, qui servent presque à rien. Ici, on habitue avec un certain nombre au départ. Et par contre, quand c'est une tâche explicite, eh bien là, on a l'impression qu'il y a un arbitraire culturel, y compris dans les représentations conscientes, les rubans numériques que certains d'entre vous dans cette salle ont peut-être. Donc, la première chose que je retiendrai de cette série d'expériences, et que je pense que vous pouvez retenir, c'est que l'intuition d'une cartographie systématique nombre-espace est présente extrêmement tôt dans l'évolution et dans l'espèce humaine. Mais c'est une intuition non consciente, une sorte de biais très simple, et elle va toujours de la gauche vers la droite, mais elle ne se réalise pas forcément de façon systématique dans toutes les cultures, et la culture introduit de façon au niveau conscient une flexibilité beaucoup plus grande, ce qui fait qu'on a pu avoir des horloges qui tournent comme ça en partant vers la droite. Certaines cultures écrivent de droite à gauche. Il y a un espace de liberté qui est beaucoup plus grand. Mais statistiquement, et de façon non consciente, avec des moyens de psychologie, on peut détecter un biais absolument systématique de la gauche vers la droite, y compris dans des cultures très différentes de la nôtre. Je vois que le temps passe très vite, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, je n'arriverai peut-être pas jusqu'au bout, mais je voulais vous parler d'un autre aspect de cette correspondance nombre-espace, qui est l'échelle qu'on utilise. Ça nous paraît évident que lorsqu'on va présenter des nombres, on va les espacer régulièrement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de façon linéaire. Voilà.
à vrai dire, ce n'est pas non plus difficile pour nous de comprendre des graphes comme celui que je vous ai montré au départ, où l'échelle est logarithmique, où le revenu moyen par individu, c'est 5 000, 50 000, 500 000. C'est la bonne échelle lorsque les quantités varient beaucoup. Donc on comprend aussi des échelles logarithmiques. Est-ce que les deux sont aussi faciles à comprendre chez l'enfant? Est-ce que les deux sont aussi intuitives? Et là, il y a un travail absolument remarquable de Ziegler et Hopfer, qui est fondateur en 2003. Ils font une tâche extrêmement simple. Ils présentent une ligne comme ça, qui va de 1 à 100, qui n'est pas graduée, et ils donnent des nombres, et ils disent, montre-moi où ça va. Montre-moi où ça va 10, montre-moi où ça va 50, montre-moi où ça va 80, montre-moi où ça va 2, etc. Et on peut faire ça avec des petits-enfants qui pointent vers la ligne numérique. D'accord? Alors, je pense que si je vous dis où va 50, vous savez où ça va. Si je vous dis où ça va 10, bon, eh bien, ce n'est pas du tout ce que font les enfants. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment remarquable. Les petits-enfants donc, n'ont pas une représentation linéaire des nombres, ils ont une représentation qui est beaucoup plus proche d'une échelle logarithmique. Ici, vous avez donc 3 âges différents, jardin d'enfants, donc disons dernière année de maternelle pour nous, CP, CE1, d'accord. Et vous voyez que c'est seulement en CE1 que les enfants font une belle ligne numérique, ici, c'est des enfants américains. Mais en maternelle, ils ont cette courbe, ici, qui ressemble à un effet logarithmique, qui fait que c'est plutôt 10 qui est au milieu. 10, c'est le milieu de 1 et 100. C'est pas idiot, c'est la moyenne géométrique, c'est pas la moyenne arithmétique, c'est la moyenne sur une échelle logarithmique. Une autre manière de voir les choses, c'est le rapport entre les nombres qui compte. Il y a le même rapport entre 10 et 1 qu'entre 100 et 10. Donc les enfants ont l'air de déterminer par le rapport entre les nombres plus que par les soustractions, les distances arithmétiques entre les nombres. Cet effet marche dans les deux sens. Je n'ai pas mis la diapo ici, mais on peut aussi montrer une barre à l'enfant et dire quel nombre va là. Et on trouve la courbe inverse. Donc, c'est quand même des données assez solides. On va voir qu'elles sont un peu contestées aussi, mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fondamental qui se passe ici. Les enfants ont l'intuition qu'il y a un lien entre les nombres et l'espace, mais la forme de ce lien passe de logarithmique à linéaire à mesure qu'ils comprennent que les grands nombres ne sont pas un mélange de quantités très proches, mais il y a la même distance entre 99 et 100 qu'entre 1 et 2. Ce n'est pas du tout intuitif pour les enfants, ce n'est pas du tout intuitif pour aucun d'entre nous. On a l'impression que les grands nombres sont très proches, mais en réalité, dans le système arithmétique, avec les axiomes de Peano, il y a la même distance entre 99 et 100 qu'entre 1 et 2. C'est ça le concept finalement qui change chez ces enfants. Au passage, si je vous dis, imaginez une ligne entre 1000 et 1 milliard, d'accord? Vous la voyez? Où est-ce que vous mettez 1 million? Alors 1 million, il devrait être tout à fait à gauche. Il est beaucoup plus proche de 1000 que de 1 milliard. Il devrait être à 1 millième du côté gauche. Mais ce n'est certainement pas ce que vous avez imaginé. Spontanément, dans ces grandes quantités, on revient à une espèce d'échelle logarithmique. Alors, il y a beaucoup d'indices que c'est le cas. On s'est amusé à poser cette question pour voir s'il y avait ce changement aussi au niveau culturel, si on pouvait trouver des adultes qui avaient ce changement. Donc, on a posé cette question aux Indiens Munduruku avec Véronique Izard, avec Pierre Pica. Pierre Pica était notre informateur qui allait chez les Munduruku en Amazonie, au Brésil. Alors, les Indiens Munduruku ont vraiment une culture assez différente de la nôtre, en tout cas avaient, parce qu'évidemment ça change assez vite, ils commencent à avoir des écoles, etc. Mais leur langue, vous voyez, n'a pas beaucoup de noms de nombres, et ils ont des nombres jusqu'à 5 à peu près, mais sans que ces nombres soient très précis. On avait montré que, par exemple, le nombre 5 ici peut être utilisé quand il y a 5, mais aussi quand il y a 6 ou 7 ou 8. C'est plutôt comme une poignée ou quelque chose comme ça. Et ils n'utilisent pas ces nombres pour compter. Ils ne peuvent pas réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme on le fait nous-mêmes. Ils ont des sortes d'index, d'adjectifs qui correspondent à des quantités approximatives. Alors, on a fait toutes sortes d'expériences chez les Munduruku, mais l'expérience dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est cette expérience donc, de placement des nombres sur une ligne numérique. On leur a demandé, on leur a montré donc, sur un écran d'ordinateur une ligne avec non pas des chiffres arabes, mais des points ici, vous voyez, 1 point versus 10 points.
Et ensuite, il y avait un petit curseur que pouvait bouger, mais eux pointaient vers l'écran pour dire où va tel ou tel nombre. Et on les a testés avec des points, des séquences de sons, et puis aussi des noms en Munduruku, y compris des nombres qu'on avait inventés, parce qu'ils ne disent pas, ici ce serait 1, 5 et 2 en plus. Donc c'est un truc qu'on avait créé pour voir s'ils allaient répondre systématiquement. Et puis aussi les noms en portugais que certains d'entre eux connaissent. Et le résultat était très clair, c'est avec les nuages de points, nous sommes linéaires, nous comptons ces points au moins jusqu'à 10, et vous voyez que donc ici les participants américains, c'est la même chose avec les participants français, hein, sont extrêmement linéaires. La position qu'ils choisissent est une fonction linéaire de la quantité du nombre. Mais pour les nuages de points, ici les participants Munduruku ne font pas ça, ils ont une courbe. Et la fonction logarithme rend mieux compte de leurs données qu'une fonction linéaire. Donc ils ont cet aspect compressif. Tous les grands nombres ici, disons entre 5 et 9, ils sont quand même ordonnés à peu près comme il faut en moyenne, mais ils sont comprimés par rapport aux petits nombres. Même chose pour les nombres entre 1 et 100. Vous voyez qu'ici, quand on ne peut pas compter, quand on n'a pas le temps de compter, on commence nous aussi à avoir cet aspect compressif pour les grands nombres. Et puis, même chose pour les tons ici, et encore plus intéressant, même chose pour les noms de nombres. Donc, on avait conclu que lorsque les Munduruku entendent des noms de nombres, que ce soit dans leur langue ou en portugais, eh bien, ils les interprètent dans une certaine mesure, quand ils les connaissent, hein, comme des quantités approximatives, et les grands nombres sont flous et forment des choses moins discriminables que les petits nombres. Donc, on avait cet effet compressif ici. Vous voyez que c'est ici des participants adultes, mais ça confirme qu'en l'absence d'éducation, l'attitude spontanée par rapport au nombre, c'est de dire c'est un espace qui se comprime, ça n'est pas un espace linéaire, ça ressemble plus à une échelle logarithmique. Alors il y a beaucoup de débats. Le débat n'est pas terminé sur cette question. Je vous ai mis ici un article récent qui conteste l'effet sur les enfants. Bon, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de données qui vont dans le sens d'une représentation logarithmique, particulièrement pour les nombres non symboliques. Donc pour les nuages de points, je crois que là la situation est définitive, est extrêmement claire. Lorsque vous voyez un nuage de points, c'est plus difficile de faire des différences entre des grands nombres qu'entre des petits nombres, et la représentation est logarithmique. On le voit, les données sont infiniment plus régulières lorsqu'on les met sur une échelle logarithmique que sur une échelle linéaire. Les données sont aussi très claires sur la représentation des nombres non symboliques chez l'animal, et chez l'homme d'ailleurs aussi récemment. Il y a des neurones qui répondent aux nombres, et ces neurones sont précis pour les petites quantités. On trouve des nombres qui répondent assez précisément à 1 ou à 2, et ils sont de moins en moins précis à mesure qu'on va vers les grandes quantités. Donc on trouve des neurones qui répondent à la quantité 5, mais ils vont aussi répondre un peu à la quantité 4, à la quantité 6. Et c'est seulement lorsqu'on les met sur une échelle logarithmique qu'on voit qu'ils ont tous la même courbe d'accord. Donc ils ont une courbe d'accord fixe, tuning function qui est fixe, seulement quand on est sur une échelle logarithmique. Travaux d'Andreas Nieder, etc. Beaucoup d'autres travaux également chez l'homme. Je m'en ai mentionné par exemple un petit exemple très simple, la perception des séquences aléatoires. Supposez que je vous donne une séquence de nombres et je vous dis est-ce que c'est une bonne séquence aléatoire, est-ce qu'elle couvre bien tout l'espace, disons entre 0 et 750 ? On avait essayé différentes dimensions. Eh bien, on peut générer des séquences avec différentes fonctions. Ce n'est pas la fonction linéaire qui vous paraît la plus aléatoire, alors que ça devrait être une distribution plate sur les nombres entre 0 et 750. Ça serait une distribution dans laquelle on choisit les nombres de façon relativement régulièrement espacée. Voilà. Pour l'intervalle entre 0 et 750, la séquence la plus aléatoire, si on peut dire, on peut en générer plein, hein, mais ce serait par exemple celle-ci, qui est générée en fait avec un exposant. Ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction avec une loi de puissance. Vous voyez qu'il y a plus de petits nombres que de grands nombres. Il ne devrait pas y avoir tant de petits nombres. Mais c'est ça, nous sommes biaisés pour penser que l'espace des nombres, il est comprimé, tous ces grands nombres se ressemblent, donc il ne faut pas en avoir trop des grands nombres. Même chose pour la représentation des prix. Si vous négociez des prix, vous allez faire plus de différence entre des prix bas qu'entre des prix élevés. On fait tous ça, mais c'est un peu une folie quelque part. On est prêt à laisser passer quelques milliers d'euros sur un achat important,
les soldes, etc. On négocie un prix d'un appartement, allez, 10 000 euros s'en vont, comme ça, alors qu'on est prêt à négocier pour 1 ou 2 euros sur des petites choses. C'est pas raisonnable, mais c'est ce qu'on fait parce qu'on a tendance à penser que les grands nombres se ressemblent. Donc on avait trouvé, je ne vous décris pas l'expérience en détail, on a fait une expérience extrêmement précise, psychophysique, sur la représentation des prix, qui montre qu'il y a vraiment une représentation gaussienne sur un axe logarithmique pour chaque objet dont nous avons une idée du prix. Voilà. Donc si je vous dis un aspirateur, vous avez une idée du prix, on peut représenter votre idée comme une gaussienne sur une échelle logarithmique. C'est ce qu'on avait trouvé. Alors, il y a quand même encore beaucoup de débats. Le premier débat, pour les mathématiciens dans la salle ici, c'est est-ce qu'on ne peut pas obtenir exactement les mêmes résultats avec une représentation linéaire, mais dont la variance augmente avec le nombre. D'accord. C'est presque la même chose. Soit vous avez une représentation logarithmique avec une gaussienne de taille fixe, mais l'échelle est logarithmique, soit vous avez une échelle linéaire, et la taille des gaussiennes augmente en proportion directe, l'écart type augmente en proportion directe du nombre que vous représentez. Donc, dans les deux cas, vous avez une représentation plus floue des nombres. Ces modèles sont presque équivalents, et c'est vraiment très difficile de faire la différence entre les deux modèles. La seule différence, c'est la symétrie des courbes. Est-ce que c'est une belle gaussienne sur l'axe logarithmique ou plutôt une belle gaussienne sur l'axe linéaire? Tout le reste, beaucoup de propriétés comportementales sont les mêmes dans les deux modèles. Donc il y a encore des débats là-dessus, mais au niveau neuronal, par exemple, les neurones sont vraiment gaussiens sur une échelle logarithmique. C'est ça la meilleure représentation des taux de décharge des neurones. Ça suggère qu'il y a vraiment une sorte d'échelle logarithmique interne pour les quantités non symboliques. La deuxième contestation dans la littérature, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications pour cette échelle compressive chez les petits-enfants? Une interprétation simpliste, je crois, mais enfin elle est encore là dans la littérature, c'est si vous donnez une échelle aux enfants et vous leur demandez de placer 10 par exemple, ils essayent souvent de compter. Alors comme ils ne peuvent pas compter des trucs minuscules, ils commencent à compter et puis 10 se trouvent rapidement vers la droite de la ligne et ils vont écraser tous les autres nombres parce qu'ils n'ont plus de place finalement sur cette ligne numérique. Donc on trouve cette interprétation dans la littérature qui serait une sorte de conséquence d'une stratégie finalement de comptage qui n'est pas très appropriée ici. Ouais. Je crois quand même que c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'il y a des tâches où il n'y a pas besoin de compter, et on trouve quand même cette représentation compressive. Mais pour revenir à l'article de Rips et collaborateurs, ils font quand même des expériences assez intéressantes. Ils ne demandent plus aux enfants de placer un nombre particulier, mais juste de dire quelle est la ligne qui vous paraît la meilleure. Imaginez les nombres entre 1 et 100. Quelle est la ligne qui vous paraît la meilleure? Et cette fois-ci, les enfants choisissent la distribution linéaire par rapport à la distribution logarithmique. Donc, quelque part, le débat est encore ouvert. Est-ce que, dans l'abstrait, on a déjà une représentation linéaire des nombres et il n'y a plus qu'à trouver les endroits spécifiques pour les nombres, ou bien est-ce qu'on a quand même une représentation logarithmique au départ? Moi, franchement, je crois à ces données de Ziegler qui suggèrent qu'il y a vraiment une transformation mentale très profonde chez l'enfant. Mais le débat est encore un petit peu ouvert. Je vais terminer juste en vous mentionnant une source de données qui est intéressante, mais vous allez voir l'ambiguïté, et puis on arrêtera là. C'est le travail avec Dror Dotan, qui a créé avec moi ce dispositif où on demande au sujet de pointer vers une ligne numérique, et l'intérêt d'une tablette comme celle-là, c'est qu'on peut mesurer toute la trajectoire de la décision de la personne. Je vais vous montrer le film. Donc là, vous voyez la tâche qu'on doit faire. Il s'agit de pointer pour chaque nombre, on regarde au centre de l'écran et on voit apparaître un nombre et on doit diriger la main vers la bonne position sur la ligne numérique, approximativement. Donc vous voyez le doigt qui se dirige parfois un peu à gauche, un peu à droite, comme ça. C'est ça la tâche qu'on a demandé aux gens de faire. Et lorsqu'on pratique cette tâche, on trouve des données absolument magnifiques. L'intérêt de cette tâche, c'est qu'on remplace un temps de réaction qui est discret par toute la trajectoire de la prise de décision. Et je recommande très vivement, je reviens à la diapositive précédente, si vous étudiez la prise de décision, c'est vraiment, on augmente massivement la compréhension de ce qui se passe dans l'esprit des gens en mesurant toute la trajectoire de la prise de décision. Donc on a écrit cet article de revue qui est ici, dans Trends in Cognitive Science, qui s'appelle Track It to Crack It, pour essayer de disséquer les processus successifs lorsqu'on prend une décision. La trajectoire du doigt, de façon assez étonnante d'ailleurs, est sensible à toutes les étapes intermédiaires du raisonnement des sujets. On pourrait penser que
on réfléchit, puis ça y est, on bouge le doigt. Ici, une des astuces, vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on demande au sujet de commencer à bouger le doigt et de jamais s'arrêter. C'est parce qu'il bouge le doigt que l'objet apparaît sur l'écran. Donc, en le forçant à bouger le doigt, on crée une situation continue où on s'aperçoit que le doigt reflète en permanence la décision des gens. Et c'est vraiment une situation très intéressante pour la psychologie cognitive. On n'a pas forcément besoin d'imagerie cérébrale, on peut utiliser la trajectoire pour évaluer les étapes successives de la prise de décision. Alors on s'est dit c'est formidable, on va faire ça pour la ligne numérique, donc on flash un nombre sur l'écran, il faut le positionner sur la ligne numérique, et vous voyez ces belles trajectoires moyennes ici, le temps est sur l'axe des Y, la position du doigt est sur l'axe des X, et vous voyez que pour le nombre 0, on va très vite à gauche, pour le nombre 14, on va plus lentement, etc. Il y a d'ailleurs une forme de courbe très particulière qu'on peut expliquer, le milieu est bien compris, c'est 20, et on peut y aller très rapidement. Il y a des étapes intermédiaires pour 10, par exemple, et pour 30 aussi. Et puis, il y a toute cette courbe. Alors, comment l'analyser ? La recommandation que nous avons faite dans nos articles, c'est de commencer par regarder le point vers lequel se dirige le doigt. Parce que le doigt est peut-être encore ici, mais la dérivée indique où le sujet souhaite aller. Est-ce que ce qu'on appelait le point désiré, le point impliqué par le mouvement actuel du doigt. Donc, on commence par calculer ce point, sa projection de la tangente ici au mouvement du doigt vers la droite cible. Et ensuite, on fait une régression multiple pour essayer de déterminer comment cette décision varie avec le stimulus qui est présenté au sujet. Le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, et pourquoi pas le log du nombre. On a demandé ici au sujet d'être linéaire, le résultat final est linéaire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une activation transitoire non consciente de la représentation logarithmique ? Et voilà les résultats qu'on a trouvés. Le premier phénomène qui est facile à comprendre, c'est qu'à la fin de la trajectoire, ici, donc vous avez le temps, c'est le temps sur l'axe des X, et les 3 régresseurs qui expliquent la position du doigt du sujet. Et que la position du doigt du sujet bouge avec le chiffre des unités, avec les dizaines, et donc là, c'est, par exemple, si la cible est 23, ici c'est 20, et ça c'est 3, d'accord ? Donc vous avez un poids de 1 pour ces 2 variables qui fait que le sujet pointe à peu près au bon endroit, même assez précisément ici. On voit que les unités et les dizaines montent en même temps, ce qui veut dire qu'il y a une perception assez globale du nombre. Si quelque chose, les unités montent avant, mais c'est un peu un artefact du fait qu'il y a 2 chiffres sur l'écran et qu'on surpondère légèrement les unités transitoirement avant de dire non, les unités c'est un dixième du poids des dizaines. Mais vous voyez, ce effet qui nous avait frappé au départ, il y a un effet transitoire du log. Alors c'est assez extraordinaire, ça veut dire que même chez un adulte, vous savez parfaitement que la ligne est linéaire, équi espacée, tous les nombres sont bien espacés, mais peut-être que dans votre tête, de façon non consciente, il y a une activation du logarithme. C'était une hypothèse intéressante, il y aurait une sorte de représentation dormante de cette représentation précoce qui est là chez l'enfant, qui est là chez les personnes non acculturées, ce serait formidable. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une autre interprétation, et 2 ans plus tard, on a publié une autre interprétation. En fait, si je reviens aux courbes elles-mêmes, vous allez comprendre tout de suite. Supposez que le doigt quitte un petit peu plus tôt l'axe vertical ici, pour les petits nombres que pour les grands nombres. Et on le devine ici, n'est-ce pas ? Les courbes sont un peu plus espacées pour les petits nombres que pour les grands nombres. Supposez que ce soit le cas, et ça peut être pour toutes sortes de raisons. Par exemple, les petits nombres sont plus fréquents, sont plus simples que les grands nombres, donc ils sont perçus plus rapidement. Eh bien, ça serait pris pour un effet logarithmique. La variable logarithme prédirait que les petits nombres ont commencé à quitter avant les grands nombres. Ça ressemble à une organisation compressive où tous les grands nombres sont pareils et les petits nombres, eux, sont différents les uns des autres. Je ne sais pas si vous me suivez encore, il est tard là. Mais donc, comment on teste un effet comme ça ? Eh bien, d'abord, on s'est dit c'est pas testable. Une fois de plus, c'est toujours la même chose. On ne peut pas séparer les variables. Si, on peut séparer les variables. Il suffit d'aligner les données, non pas sur le 0 ici, le temps 0 qui est l'arrivée du stimulus, mais il suffit d'aligner les données sur le moment où le sujet commence à bouger son doigt latéralement. La première fois où il commence à avoir l'idée de où il faut aller. Et s'il y avait une activation transitoire du logarithme, on devrait encore le voir là. Mais on ne le voit plus du tout. Ça disparaît complètement. Donc tout l'effet de la régression logarithmique ici, ça devient 0
lorsqu'on cale sur le moment où le sujet commence à déplacer le doigt latéralement. Autrement dit, tout est dû à un délai et les données sont encore ambiguës. Ce délai pourrait être d'une origine logarithmique, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça pourrait très bien être dû simplement à une variable comme la fréquence des cibles, des choses comme ça. Donc vous voyez la difficulté de ces expériences de psychologie et la subtilité aussi. Je vais sauter très rapidement parce que le temps est terminé. On reviendra la semaine prochaine sur les bases neurales de ces effets. Mais simplement, donc, ici, vous donner quelques conclusions. D'abord, vous dire que c'est pas mal de lire La chasse au snark. C'est un livre formidable. Il est très bien traduit par Aragon. C'est un livre vraiment étonnant et j'en reparlerai un tout petit peu la semaine prochaine. Mais donc, la correspondance entre les quantités numériques et l'espace est un composant absolument essentiel de la cognition et un composant essentiel des graphiques. Il n'y aurait pas de graphique si on n'avait pas cette idée de correspondance entre les nombres et l'espace. Elle est extrêmement intuitive, et donc beaucoup de cultures ont inventé la mesure, mais même si elles ne l'ont pas inventée, elles ont, de façon cachée en elles-mêmes, une intuition de l'organisation des nombres dans l'espace. Simplement, elles ne le font pas forcément de la gauche vers la droite vers la gauche, mais dans des tâches, donc, alors, à la fois les cultures, les enfants et même les animaux non humains, souvent ont même déjà un sens de la directionnalité de ces données. Les petits nombres doivent aller à gauche, les grands nombres doivent aller à droite. L'échelle peut varier. Il semblerait qu'intuitivement, elle est plutôt compressive, plutôt logarithmique, mais elle devient linéaire avec l'éducation, et c'est un des rôles importants de l'éducation. Si vous êtes enseignant dans le primaire, peut-être même dès la maternelle, c'est un rôle important de l'éducation de faire jouer avec les nombres dans l'espace pour pouvoir développer cette représentation linéaire des nombres qui nous est essentielle ensuite. Je n'ai pas parlé de l'origine neurale de ces effets, donc je déplacerai tout ça la semaine prochaine, mais il semble bien que ceci soit dû à un recouvrement des représentations dans notre cortex pariétal. Il y a des cartes pour les nombres, il y a des cartes pour l'espace, il y a des cartes pour l'attention dans l'espace, et le recouvrement entre ces cartes pourrait expliquer qu'on passe si rapidement du nombre à l'espace sans avoir l'impression de changer de domaine, mais c'est le recouvrement de ces représentations qui l'expliquerait. Voilà. Et puisqu'on parle des graphiques, ça conduit évidemment à des recommandations très claires. Si vous êtes designer, ne violez pas cette intuition fondamentale. Mettez toujours les petites quantités en petit et les grandes quantités en grand. Mettez toujours les petites quantités à gauche et les grandes quantités à droite. Sinon, vous allez créer une situation inattendue et vous allez violer les attentes les plus fondamentales, finalement, de l'esprit humain. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.